Aujourd'hui, présentation du mode solo du jeu Samurai Spirit de Antoine Boza. Un jeu de 1 à 7 joueurs qui dure de 20 à 45 minutes, et donc dans le mode solitaire, c'est un mode rapide avec deux personnages, et il va plutôt être question d'une vingtaine de minutes une fois que les règles ont été assimilées. Et un jeu pour les 10 ans et plus, c'est bien sûr l'âge requis pour à peu près comprendre le principe des règles, mais pour bien y jouer, en fait, ça me paraît un petit peu juste, puisque c'est un jeu qui m'a donné du fil à retordre, et puis qui en donne à peu près à tout le monde. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer brièvement le principe du jeu dans la configuration solo. Donc voici une petite installation de début de partie en mode solo avec deux personnages qui ont été là tirés aléatoirement. Et donc le but du jeu, c'est d'arriver à contenir les assauts de brigands sur ce petit village là. Et il va y avoir 3 vagues d'assauts successives avec des brigands de plus en plus forts. Et pour gagner, il faut qu'à la fin du 3e assaut, il reste une famille. On voit qu'il y a 3 jetons famille en début de partie. Il faut qu'il reste au moins une famille vivante. Il faut qu'il y ait au moins une ferme encore debout, non brûlée. Là, on commence notre partie avec 6 fermes. On a aussi, avec 2 personnages, 4 petites barricades qui vont nous aider à temporiser un petit peu dans certaines situations. Nous avons nos personnages tirés au hasard. Alors je vais le montrer. En gros, il y a un côté ici où on va placer nos cartes que l'on va combattre. Ici, on a un côté 1 en défense. Pareil pour l'autre personnage. Et chaque personnage a une capacité spéciale qu'il peut utiliser une fois à son tour de jeu. On retrouve ici. Alors il y a quand même un système d'iconographie qu'il faut un petit peu avoir vu une fois sur une partie pour le maîtriser, mais qui est quand même très clair une fois qu'on a rencontré ça la première fois. Et donc on a en mode solo un paquet de brigands tirés au hasard avec 2 personnages, c'est 14 cartes pour le premier assaut. Ces brigands, je montre à peu près comme ça, en gros ils ont des valeurs de 1 à 4. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ce jeton-là indique le joueur, dont le personnage dont c'est le tour. Là, on va dire que c'est lui. En début de partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la première carte de la pile et on va regarder. Un brigand, on peut décider de combattre avec lui, auquel cas notre valeur ici va grimper du nombre qui est indiqué sur la carte, c'est-à-dire à 3. Le but étant de ne pas atteindre la flamme, parce que si on dépasse 8, là pour lui, ce personnage-là ne pourra plus jouer dans les prochains tours du round en cours, c'est-à-dire du premier assaut. S'il n'est pas mort, s'il est toujours vivant mais qu'il a dépassé, il pourra revenir après. Donc en fait, on a le choix, quand on tire une carte, qu'on la révèle, soit de la mettre comme je l'ai mis ici, soit de la mettre en défense. En défense, on voit ici sur le côté, chaque personnage a les mêmes 3 icônes en défense, qui correspondent à un chapeau, une ferme, une famille. Et quand on a tiré une carte, avec dans le coin, une icône qui représente une de ces 3 catégories de cartes, et qu'il n'y a de ce côté-ci, donc du côté défense, aucune carte encore posée,
on peut donc la placer. Disons que pour montrer un petit peu comment on joue, on va prendre le cas de figure ici, où j'ai décidé de combattre ce brigand-là. Et donc, automatiquement, j'avance de 3. Mon tour est terminé. On va passer donc au tour de Kyuzo. Il décide de prendre une carte, de la révéler. Lui, par exemple, on voit 4 avec une icône famille. Il va décider de se placer en défense. Alors, la défense, ça sert un petit peu à se débarrasser de cartes un petit peu gênantes, mais aussi, quand on arrive en fin d'assaut, en fin de ronde, on va regarder toutes les cartes qui n'ont pas été, qui manquent à la défense de chacun des personnages. Pour une carte qui manque de type chapeau, le personnage encaisse une blessure. Si on a une ferme qui n'a pas de carte vis-à-vis, c'est donc ici une ferme qui brûle. Et si on n'a pas de carte famille vis-à-vis du symbole famille ici, c'est une famille qui disparaît. Alors, on a 2 personnages, on comprend vite que si je ne mets pas de famille ni sur lui, ni sur lui, dès le premier assaut, j'ai deux pions famille qui partent, et que donc pour tout le reste de la partie, si je veux pas perdre immédiatement, il faut qu'absolument que ce jeton famille reste en place. Donc j'ai plus le droit à l'erreur sur ce point, sur les jetons famille. Donc c'est très, très violent, très rapide, très violent. Donc voilà, ça c'était la possibilité de jeu pour la défense. On revient à Daisuke. Quand on revient en fait, on va regarder les cartes qui se trouvent du côté ici, du côté combat, les cartes qu'il a déjà combattues, et on va regarder si dans le coin gauche, inférieur gauche, il y a une icône. Chaque icône va donner une pénalité au joueur. Ça peut être brûler une barricade. On a 4 barricades au départ, mais s'il n'y a plus de barricade, ça va être une ferme qui va brûler. Là, avec ce symbole-là, on a une blessure qui est infligée à Daisuke. Voilà. Et donc, après avoir fait ça, après avoir résolu un petit peu l'effet de la dernière carte, parce que les cartes vont s'ajouter ici, hein, il peut encore progresser, on va prendre en considération que la dernière carte posée. Là, il n'y en a qu'une seule, donc c'est celle-ci. Il a pris son point de dégâts. Alors, un point de dégâts, c'est critique, il faut éviter d'en prendre, mais on peut en prendre un petit peu. Déjà, il faut comprendre que chaque personnage a 2 faces. Je vais essayer de vous le montrer sur une autre carte. Ouais. Donc, une face de personnage. Et quand il reçoit un premier jeton blessure, il ne se passe rien. Mais s'il doit en recevoir un deuxième, immédiatement, il passe le samouraï passe sur sa face animale, se transforme en une créature en fait un peu plus puissante, avec une capacité spéciale plus puissante, souvent une piste de combat qui est plus longue, mais attention, là, à partir de ce moment-là, le personnage, sous sa forme animale, ne peut que recevoir une seule blessure. S'il devait être amené à recevoir une deuxième blessure, le personnage meurt, et si un des personnages meurt, la partie s'arrête tout de suite, elle est perdue. C'est aussi un moyen de perdre. Donc c'est toujours un petit peu difficile, les blessures
s'accumulant d'assaut en assaut, de ronde en ronde. Elles ne sont pas retirées, à moins de capacité spéciale. Donc elles ont tendance à s'accumuler. Prendre des blessures rapidement sur un personnage, ça peut l'amener rapidement sur sa face plus puissante, mais d'un autre côté, ça vous met proche de certaines conditions de défaite aussi plus facilement. Donc c'est toujours des choix à prendre. Alors, chaque personnage, donc on est dessus, a aussi, donc comme je disais, une capacité spéciale qui peut être utilisée à son tour, comme il veut. Lui, par exemple, c'est que s'il tire une carte impair, avec un chiffre impair, comme ça avait été le cas, il aurait pu la transférer à son voisin de droite, son personnage voisin de droite ou de gauche, qui lui aurait dû la combattre obligatoirement. Il n'aurait pas pu la mettre du côté défense. Il faut la combattre. Ça peut être très utile dans certains cas. Ça, c'est une capacité spéciale qui est valable pour toute la partie quand le personnage est en jeu. Il y a enfin une capacité spéciale qui est intéressante ici et qui se déclenche quand en fait le personnage arrive à son point de Kiai, c'est-à-dire quand il arrive pour lui, Daisuke, exactement à 8, il peut activer, s'il a envie, cette capacité à ce moment-là. Alors c'est des capacités qui sont intéressantes. Par exemple, lui permet, dans sa capacité, de prendre 2 cartes brigands, qui sont ici, non, 2 cartes brigands, et puis de les mettre directement dans les défauts sans avoir à les combattre. Donc ça c'est intéressant. Puis on voit par exemple que pour lui, quand il se trouve sur sa face animale, ce n'est plus 2 cartes mais 3 cartes. Donc la capacité est aussi plus forte. Ça peut être un moteur pour vouloir le transformer rapidement. Mais le problème c'est que si par malheur on dépasse la valeur de Kai, au tour suivant on va résoudre les petites icônes qui vont se trouver là, mais ce personnage là ne pourra plus combattre le reste du round, il va falloir qu'il passe. Donc voilà en gros pour les fiches personnages. Donc là je reprends par exemple, j'ai donné ma blessure, j'en prends une carte, 3. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, ce que je peux faire, c'est que je pourrais la mettre ici, ce serait pas mal. Ce serait pas mal dans le sens où ça me permettrait déjà de commencer à compléter et d'éviter une perte de famille. Mais d'un autre côté, cette carte, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'ici, elle n'a pas d'effet secondaire négatif. Donc j'aurais tout intérêt à la mettre ici, de faire avancer ça à 6, même si c'est un peu dangereux. Ou j'aurais pu utiliser aussi ma capacité spéciale et la donner à mon voisin. Mais là, j'ai envie de la mettre ici pour éviter, au prochain tour, d'avoir une nouvelle blessure. Donc, par exemple, c'est ça. Et ça va passer à Kyuzo. Alors, dans les options de jeu qu'on a, en gros, il y a l'option de tirer une carte, la révéler, et soit de la placer dans la zone de combat, dans la colonne de combat ou dans la colonne de défense. Mais on a aussi la possibilité de prendre sa carte, de ne pas la regarder, de ne pas combattre, et de la placer dans la pile des infiltrés. En fait, il y a une pile ici d'infiltrés, avec des cartes qui vont être face cachée et qui vont s'accumuler au cours du round. Ce qui permet à lui de souffler un petit peu, ça lui permet aussi de transférer son pouvoir à un autre personnage. Donc là, par exemple, à lui. Et quand lui va jouer à son tour, il va
bénéficier toujours de sa capacité spéciale. Et puis là, ponctuellement, il peut l'utiliser ou pas, la capacité spéciale qu'on lui a donnée. Mais s'il ne l'utilise pas ce tour-là, il va devoir la restituer au joueur qui lui a donné auparavant. Donc là, ça peut être une solution. Alors, bien sûr, on peut le faire dans tous les personnages. Le problème, c'est que les cartes s'accumulent ici. Et les cartes qui s'accumulent ici, en fin de partie, chaque carte ici qui aura, comme c'est le cas de cette carte-ci, des flammes sur le côté, et bien ça va faire disparaître une ferme. Donc c'est qui tout double. C'est qui tout double. Donc voilà en gros les options que l'on a pour le jeu. À la fin d'un round, on va regarder déjà toutes les cartes qui n'ont pas été mises sur le côté en défense. Lui par exemple il n'a pas de chapeau, donc il se prendrait une blessure supplémentaire. Il arrive à 2 blessures, donc il devrait passer sur sa face animale. S'il n'y a pas de carte ici, c'est une ferme en moins qui est brûlée. S'il n'y a pas de carte famille, c'est une famille, un jeton famille en moins sur le plateau. Alors, quand on prend un jeton famille, il y a un petit bonus qui peut aider. Par exemple, ça permet de retirer des cartes infiltrées et puis de ne pas avoir à les traiter. En général, au premier jeton famille que l'on retire, il en reste 2 ici, donc on va faire cette capacité-là 2 fois. Si jamais il y avait un autre jeton qui viendrait à être retiré, la capacité, elle va... Là, c'est de guérir en fait un personnage. Je vais retirer un jeton blessure. Mais cette capacité ne va pas être faite 2 fois, mais qu'une fois, puisqu'il ne reste qu'une seule famille présente dans le village. Donc en gros, c'est ça. Et puis en fin de partie, une fois qu'on a attribué toutes les pénalités pour les défenses qui manquaient, on va regarder toutes les cartes à désinfiltrer. Par exemple, là, on avait un paquet de 3, mettons. Là, il y a des flammes sur cette carte-là. Il n'y en a pas ici, mais il y en a aussi ici. Donc, 2 cartes avec des flammes. C'est 2 fermes qui sont brûlées. Donc ça va très vite, c'est très violent. C'est très violent, d'autant plus que c'est le premier round. Et donc, round suivant, on va introduire dans le paquet de cartes ici, on va tous les reprendre. On va revenir à 0. Mais on va conserver nos blessures si on en a. On va reprendre toutes les cartes en jeu, donc nos 14 cartes de départ. Mais en plus de ça, au round numéro 2, on va devoir introduire 2 cartes de valeur 5 que l'on va tirer au hasard parmi les tas de... toutes les cartes de valeur 5. Alors, il y en a avec des icônes, on voit, bon, c'est assez violent, hein, 5, vous voyez que 5, ça fait grimper tout de suite rapidement la piste. Ça, c'est pour le tas de cartes du round numéro 2, et pour le round numéro 3, c'est pareil, on va réintroduire des cartes, mais cette fois-ci des cartes 6, comme par exemple E2, qui sont ici, avec des effets assez terribles. Alors toutes les icônes sont bien expliquées dans le jeu, c'est à chaque fois prendre des blessures, brûler une barrière, rajouter des infiltrés, faire tirer immédiatement une nouvelle carte par le personnage qui est à votre droite, et une carte pour le personnage qui est à gauche. Bon, sachant que on va essayer de passer au plus vite les cartes du round pour arriver à la fin du round et puis essayer de limiter les dégâts. On peut, si nos personnages ont décidé tous les deux de passer, même s'il reste des cartes dans les brigands qui n'ont pas été piochés,
Si tout le monde a passé, on prend l'ensemble de ces cartes-là, et puis il passe dans les infiltrés, et puis on verra ensuite en fin de round s'il y a des flammes sur ces cartes-là, auquel cas il y aura des pénalités sur les fermes qui vont brûler. Donc en gros, le principe est là, il y a énormément de décisions à prendre, c'est extrêmement tendu. Le premier round, c'est un round d'observation. On va regarder un petit peu toutes les cartes du paquet de 14 cartes. Il peut y avoir sur certaines parties des cartes avec, par exemple, beaucoup de 1 ou 2 ou de 3 et 4. Donc regardez les valeurs. On va regarder aussi toutes les petites icônes sur les cartes. Est-ce qu'il y a des icônes de défense qui sont sous-représentées? Auquel cas, dans les tours suivants, on va essayer de les garder pour la défense. Par exemple, s'il y a 2 ou 3 symboles château sur l'ensemble des cartes, on va de préférence les mettre ici en défense plutôt qu'ici. Donc on va faire ces observations dans le premier round. Ensuite, dans le deuxième round, il va falloir commencer à composer avec les grosses cartes. Alors, ce qu'on a aussi dans le mode solo, c'est qu'on a ici, ce sont toutes les capacités spéciales des autres personnages qui sont fournies dans le jeu. Et on a la possibilité, avant de jouer avec son personnage, c'est-à-dire avant même de prendre une carte, d'utiliser ou non une capacité de notre personnage. Par exemple, ces capacités-là, c'est que mon personnage ne subit pas le côté négatif. Par exemple, s'il avait une carte ici qui était à 3, ne subit pas la pénalité sur des cartes. Bon, je ne sais pas si on le voit ici, il y a marqué 1, 3, 5 sur des cartes de valeur impaire. Donc là, par exemple, on n'aurait pas à brûler une barrière, par exemple. Par contre, ça c'est en début de tour. Si par hasard, j'ai choisi d'utiliser ça, et puis que je fais mon tour et que je n'utilise pas cette capacité spéciale, la capacité spéciale est de toute manière perdue pour le reste de la partie. C'est une seule fois qu'on l'utilise, on a décidé de l'utiliser, qu'elle va nous être utile au début de notre tour. Si on ne l'a pas utilisée, tant pis, elle va être défaussée jusqu'à la fin de la partie. Mais sur le deuxième round et le dernier, ça peut être très utile d'avoir ces petites capacités spéciales. Ça fait partie du plaisir de jouer que de se dire, d'anticiper un petit peu les besoins qu'on va avoir, surtout au dernier tour. Donc voilà, en gros, le principe du jeu. Donc c'est un jeu qui est très difficile en fait, et c'est ça un petit peu le problème majeur du jeu, c'est qu'on peut être rapidement déconcerté par le niveau de difficulté d'un jeu qui semble pas très compliqué dans le principe. On agence un petit peu des cartes, mais les premières parties sont très cruelles, et puis moi il m'a fallu, en gros, j'ai commencé à comprendre un peu le jeu à partir de la 4e partie. Parce qu'avant ça, j'avais essayé différents trucs, je voyais pas très bien, et puis ça a été des défaites cuisantes, rapides et cuisantes. Hein. Je me rendais pas au 3e round, ça allait très très vite. Mais après, on commence à se familiariser un petit peu avec les capacités spéciales des personnages, et puis on commence à voir des espèces de synergie entre les personnages. Il y a des personnages qui fonctionnent assez bien ensemble, il y a des choses, des comportements à voir quand on a tel ou tel type de personnage. Ça, on l'apprend en fait un petit peu avec la pratique, mais le jeu reste toujours très difficile. Et là encore, je ne joue que en mode normal. Il y a un mode facile aussi, pour ceux qui sont trop découragés. Il y a un mode facile, il y a un mode normal, il y a un mode difficile, et je crois qu'il y a un mode expert ou un truc comme ça. Moi j'ai jamais été au-delà du mode normal, et c'est bien assez pour mon niveau. Donc voilà, un jeu très sympa, qui se joue très bien en solo puisque les parties sont très rapides. Et puis si moi de mon côté j'ai toujours
une certaine réticence en fait avec cette mode des jeux coopératifs très difficiles. Honnêtement, moi je suis pas trop maso. Je préfère des jeux coopératifs, bon, avec un petit peu de défi, mais pas foncièrement, pas forcément infaisables les 5 ou 10 premières parties. Là, ça illustre un petit peu cette mode. De toute façon, Antoine Boza était connu aussi pour ça, pour son Ghost Story. Mais ce jeu-là, je trouve que ce défaut est moins présent parce que les parties sont tellement rapides que finalement, un échec, bon, c'est pas, on peut enchaîner 2-3 parties facilement, et puis atteindre vite ces 5-10 parties en fait d'apprentissage avant de commencer un petit peu à performer dans le jeu. Ce qu'il y a, c'est que le jeu, là aussi, c'est un jeu coopératif qui peut se jouer de 1 à 7. Alors en solo, c'est très bien. Je me suis vraiment bien amusé. Mais j'ai du mal à concevoir ce type de jeu-là à 7. C'est pas que ne puisse pas jouer à 7, ça peut très bien jouer à 7. Hein. On ajuste en fait le nombre de brigands et puis de barrières un petit peu autour du village. Et on joue avec plus de personnages, mais à chaque fois il y a 7 fois, dès le départ, il y a 7 fois le brigand, 7 fois le nombre de personnages de brigands. Donc en fait la tâche est difficile. Mais ce qui me paraît difficile, moi, c'est de sortir ce type de jeu-là, de vouloir y jouer à 7 avec des nouveaux joueurs. C'est un jeu d'apprentissage qui demande un certain nombre de parties. Et puis, à moins d'avoir la chance de jouer avec un groupe de joueurs hyper réguliers et puis volontaires pour ce type de jeu, je le vois mal ressortir ce jeu-là avec des gens qui ne le connaissent pas. À moins de rester un petit peu spectateur et puis de rien dire en sachant pertinemment que la partie va être s'aborder rapidement par les actions de l'un ou l'autre. En fait, c'est le problème du joueur alpha. Celui qui a un petit peu d'expérience de ce genre de jeu va vouloir absolument dire quoi faire aux autres. Les autres vont être frustrés. Et puis, c'est un problème, à mon avis, qui est difficile à y échapper parce que le jeu ne pardonne pas et on va être d'autant plus amené à dire ce qu'on pense dans cette partie-là, même si c'est au détriment du plaisir du jeu, des autres joueurs qui le découvrent. Mais le monde est bien fait, puisque en mode solo, ce problème n'existe bien sûr pas du tout, et on fait notre apprentissage soi-même, à notre rythme, et pour ça, on a un jeu rapide, qui se renouvelle très très bien, qui est très satisfaisant quand on arrive à une petite victoire, et puis une défaite, bon bah ça vous a pas hypothéqué toute la soirée, c'est une partie de 20-25 minutes, et donc on peut soit passer à autre chose, ou en rejouer une deuxième tout de suite. Donc pour moi un bon petit jeu, que je ne pensais pas en fait apprécier autant, un bon petit achat que je recommande à tous les joueurs solo qui aiment bien se réfléchir et optimiser leur coût dans ce jeu qui est très opportuniste, très tactique. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!